Heureux de vous retrouver pour cette émission. L'un des grands événements de la prochaine visite du pape en France, ce sera incontestablement son discours au monde de la culture depuis le Collège des Bernardins. Ce tout nouveau lieu restauré pour devenir le lieu qui catalyse le dialogue pour l'Église et la société, un lieu de recherche et de débat, le Collège des Bernardins. Une réalisation d'envergure de l'Église à Paris, née d'une intuition du cardinal Lustiger et achevée par le cardinal 23. Son enjeu est d'importance, insiste l'actuel archevêque de Paris. Il s'agit d'offrir un lieu du dialogue intellectuel et spirituel, sans lesquels les grands tournants de l'histoire ne peuvent se prendre dans la sérénité. Nous sommes avec Vincent Ocande, bonjour. Bonjour. Directeur culturel du Collège des Bernardins, ce lieu qui vient d'ouvrir ses portes et qui d'ores et déjà est sous les feux de la rampe avec cette visite du pape Benoît XVI. C'est une extraordinaire publicité pour le Collège des Bernardins. La visite de Benoît XVI s'inscrit effectivement dans les grandes ouvertures que nous avons espérées et pour lesquelles nous avons travaillé, ouverture vers l'ensemble de la société. Donc sa présence et sa venue au Bernardin marquent de manière forte que ce projet, qui a l'ambition d'être un espace de dialogue, de rencontre, de recherche entre l'Église et les autres composantes de la société, eh bien, ce projet est important, ce projet est reconnu dans son importance par cette visite. Le pape Benoît XVI est ainsi un des tout premiers visiteurs après l'inauguration. Et représentant de l'Église universelle et qui du coup donne une envergure considérable à son propos depuis le Collège des Bernardins. Effectivement, le discours qui est attendu, un discours donc sur le monde de la culture, est un discours qui dépasse très largement les frontières de la France, puisque ce sera certainement un discours qui aura des retombées très très fortes. Nous ne savons pas encore exactement le contenu. Oui. Pour le recevoir de toute façon, nous avons rassemblé une collection, un aéropage de personnalités de tous bords, de tous acabits. Les invitations ont été lancées de manière assez large, assez diverse, auprès de personnes très impliquées de manière institutionnelle dans la présentation, la diffusion du monde de la culture, avec quelques patrons de presse également, mais également avec des artistes connus ou moins connus, représentant à peu près tous les arts qu'on peut imaginer, depuis la poésie à la peinture, en passant par la télévision, le théâtre. Parce que finalement, le lieu est déjà trop exigu pour accueillir l'ensemble peut-être des personnes qui souhaiteraient venir écouter le pape. On va revenir dans un instant sur les invités, puisqu'il y a en gros 500 personnalités qui ont été conviées. Un tout petit nombre par rapport aux personnes qui auraient pu, qui auraient dû même être là. Donc malheureusement, il y a des frustrations forcément. Mais ce qui est important, c'est le symbole. Le symbole que toutes les composantes du monde de la culture aujourd'hui soient là, depuis ceux qui sont à l'origine de la production, de la création véritablement, ceux qui sont les artistes de tout type, et puis jusqu'aux institutionnels qui ont pour mission de présenter à tous, de proposer à tous une culture. Vincent, quand paraît-il que l'archevêque de Paris tenait fortement à ce que le pape Benoît XVI puisse venir en ce lieu du Collège des Bernardins? Effectivement, on peut le comprendre d'ailleurs, sachant qu'il y avait ce discours sur la culture, c'est un peu pour le Collège des Bernardins un moment de lancement. Un moment de lancement très très fort, puisque la rencontre que va réaliser le Saint-Père avec ces personnalités du monde de la culture est un peu aussi l'emblème de ce que nous souhaitons réaliser, donc un moment de rencontre particulier qui inaugure un débat, qui inaugure une recherche que nous espérons tous très très fort. Et Benoît XVI lui-même d'ailleurs s'est laissé facilement convaincre. Enfin, apparemment, en tout cas, c'est ce qui se dit. Pour quelle raison, à votre avis, qu'est-ce qui a séduit le Saint-Père dans ce lieu pour prononcer ce fameux discours sur les... Peut-être sa beauté tout simplement, c'est un lieu très très beau, et puis aussi ce fait que le Collège des Bernardins est unique, c'est le seul endroit où soit conjugué à la fois l'enseignement de la théologie et également la présence artistique, et entre les deux, la dimension de débat. Je crois qu'on retrouve là les grands thèmes. Quand vous dites unique, c'est unique à Paris évidemment. Unique dans le monde. Unique dans le monde. Oui. C'est unique dans le monde par cette cohabitation, cette présence très forte entre une création artistique d'une part, des cours de théologie d'autre part, et un centre de débat avec colloques et conférences. 7 siècles d'histoire pour le Collège des Bernardins, avant une mise en sommeil à la Révolution française.
française, le Collège des Bernardins était un lieu phare pour la culture chrétienne, évidemment, construit sous l'impulsion des moines cisterciens au XIIIe siècle. D'ailleurs, le pape de l'époque encourageait les moines à se former à Paris. On voit finalement que l'histoire se répète, ou en tout cas connaît des déploiements divers et variés, mais on retrouve un certain nombre de constantes. Oui, effectivement, il y a une bulle papale qui fait plus qu'encourager, d'ailleurs, qui constitue le Collège des Bernardins comme un lieu d'enseignement à Paris. Oui. Et ce collège, fondé par l'abbé Étienne de Lexington, eh bien dans ce collège, un autre pape y a fait ses études, le pape Benoît XII. Alors peut-être on pourra faire un rapprochement avec l'actuel Saint-Père, le pape Benoît XVI. Je ne sais pas si on peut faire vraiment une comparaison. En tout cas, il est certain que Benoît XII donne au Collège des Bernardins une dimension tout à fait exceptionnelle, puisque donc ancien élève du collège, ancien professeur au collège, devenu également grand inquisiteur à un moment, donc pour le sud de la France, devenu pape d'Avignon, est un grand constructeur. Il réalise donc de grandes architectures à Avignon. Il a souhaité doter le collège d'une église. Il l'a enrichi fortement. Il a apporté un pécule pour le collège. Et ça donne effectivement au XIVe siècle un rebond. Ça permet une véritable consolidation de la fondation du XIIIe siècle. Et ça rappelle d'ailleurs la fécondité du dialogue entre l'Église et la société tout au long des siècles, alors même que peut-être aujourd'hui les chrétiens, les catholiques ont tendance à adopter une posture de méfiance ou de distance à l'égard du monde. C'est souvent un peu l'attitude que l'on peut percevoir, non ? Oui, ça c'est une attitude peut-être plus française que je vois dans d'autres pays. Au contraire, l'Église est au contact direct avec toutes les réalités de la société. Et d'ailleurs, il faut bien distinguer, les catholiques sont sur le terrain très, très engagés, tous, partout, en France. Comme partout ailleurs, que ce soit sur les questions sociales, que ce soit auprès des pouvoirs publics, il y a un engagement très très fort des catholiques, mais qui est peut-être discret et qui aussi a du mal à se trouver médiatisé sur les grandes problématiques du monde contemporain. Je crois que c'est la mission des Bernardins d'être effectivement ce lieu où la rencontre peut se faire d'une manière peut-être plus particulière. C'est-à-dire qu'on se dit, on se dévoile, on dévoile aussi ses propres questions existentielles ou par rapport à ses missions, ses compétences professionnelles. Oui, les invités au débat et les artistes également sont appelés à venir avec ce qu'ils sont comme témoins de notre temps. La mission du Collège des Bernardins, c'est travailler, réfléchir sur l'avenir de l'homme pour le monde que nous avons à construire. C'est donc cette réflexion sur le sens de notre existence, elle est partagée par tous nos contemporains. Les catholiques ont quelque chose à dire sur ce sens de l'existence, sur cette question de l'avenir de l'homme. Ils ont aussi à saisir les problèmes qui nous entourent, à entendre les propositions que sont faites aussi par d'autres. Il y aurait trop de faux-semblants, trop de futiles dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, selon vous ? Trop de futiles certainement, mais je crois que la question véritable, c'est qu'il n'y a pas de lieu où les diverses opinions puissent se rencontrer de manière très très simple, très libre, où ces lieux sont ou trop discrets, ou n'ont pas une ambition ou une dimension qui soit à l'échelle parisienne, voire à l'échelle nationale. Donc c'est peut-être ça l'ambition profonde, qui est d'avoir cet espace de rencontre et de dialogue qui se situe à un niveau tel que d'abord tout le monde peut y trouver sa place. Et également, on peut aborder les questions de fond avec une visibilité maximale. Lesquelles, par exemple, et qui pourraient concerner le propos du pape Benoît XVI, même si, encore une fois, on ne va pas faire son discours à l'avance, mais pour comprendre sur quel terrain on avance, pour bien percevoir, puisque le positionnement de ce Collège des Bernardins est quand même relativement nouveau, même si on pratique le dialogue depuis toujours au sein même de l'Église. On peut donner quelques exemples, effectivement. Je vais en donner quelques-uns très rapidement, parce que la programmation des Bernardins est très dense. Oui. Il se passe quasiment quelque chose tous les jours aux Bernardins à partir de fin septembre. Donc plusieurs exemples. Un colloque, le colloque sur l'avenir du développement, qui est une très très grande question sur laquelle beaucoup de mouvements chrétiens sont fortement engagés, que ce soit en France, dans l'Hexagone ou dans les pays dits du tiers-monde. Voilà un premier exemple avec des
des expériences diverses qui sont appelées à se rencontrer, non seulement sur le terrain, mais également sur le plan théorique et sur le plan des orientations stratégiques. On peut prendre un autre exemple, la question des droits de l'homme, qui est une question importante, qui est vive, qui est également très présente dans les discours du Saint-Père, dans ses prises de parole, qui fera l'objet d'une table ronde. Les droits de l'homme sont-ils universels? Les droits de l'homme sont-ils universels? Voilà, c'est le titre de la table ronde. Également dans la présence des artistes. Le pape est très sensible à ce que les artistes apportent à notre monde, au regard qu'ils donnent sur notre monde, qui est un regard qui ne se laisse pas enfermer dans des signes, qui ne se laisse pas enfermer dans des mots. Alors il faut rentrer dans une démarche artistique, ce qui n'est pas toujours facile. Le lieu des Bernardins se prête à cette entrée, à cette initiation d'une certaine manière à la présence artistique. Et le pape a volontiers rencontré des artistes. Et d'ailleurs, le premier artiste qui sera exposé aux Bernardins, Claudio Parmigiani, qui fait une création spéciale pour les Bernardins, a rencontré Benoît XVI en Italie en 2006. Il avait fait une création qui est aujourd'hui dans les collections du musée du Vatican. Et il faut dire aujourd'hui, quand on parle de création contemporaine, il est assez courant d'entendre parler plutôt de nihilisme ou de ceux qui fuient Dieu plutôt que ceux qui cherchent à le rencontrer, non? C'est un détour intéressant. L'art nous permet effectivement un regard sur tout, un regard sur le bien, le mal, le beau, le laid, et il est fortement pénétré par des sources religieuses chrétiennes profondément. L'exposition sur les traces du sacré à Beaubourg l'a clairement montré, pas seulement chrétienne, mais il y a une fascination d'un nombre très très important d'artistes pour le religieux, pour les symboles religieux, pour la profondeur religieuse. Et quand le pape Benoît XVI s'adresse au monde de la culture, est-ce qu'il s'adresse uniquement à ceux qui sont catholiques et qui sont travaillés par cette question de l'inspiration, de la beauté de la création, par ces questions de l'éthique ou que sais-je encore, ou est-ce qu'il s'adresse à tous, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance après tout? Je vous répondrai de manière différenciée. Dans un grand discours public comme celui-là, comme je fais un parallèle avec le discours de Ratisbonne, le pape s'adresse à tout le monde, bien sûr, mais il s'adresse de manière différenciée à ceux qui sont catholiques, qui vont lire des choses, des éléments plus facilement dans ce discours, que d'autres qui sont plus éloignés, qui sont dans... Je me souviens de ces cercles concentriques auxquels faisait allusion Benoît XVI lui-même dans un de ses comptes rendus de voyage. Quand il revenait de Turquie, il parlait donc du cercle étroit des catholiques, qui sont ceux à qui lui s'adresse de manière tout à fait particulière. Et pour eux, de manière spécifique, il y aura les vêpres à Notre-Dame et la grande rencontre sur l'esplanade des Invalides. Le samedi matin, voilà. Et avec la puis, grande-messe, oui. Il y a tous les chrétiens qui sont appelés à participer effectivement à la rencontre avec le Saint-Père, et autant que je le sache, que ce soit les orthodoxes ou les églises réformées seront présentes aux vêpres du soir. Et puis il y a l'ensemble de l'humanité, si je puis dire, et je crois que ce discours sur la culture va s'adresser au cercle le plus large de tous ceux qui sont effectivement des êtres humains qui donc participent d'une manière ou d'une autre à une culture. Et pourquoi cette adresse à l'ensemble des personnes, également ceux qui se disent non-croyants? Pour vous, à votre avis, et vous qui êtes directeur culturel aujourd'hui du Collège des Bernardins, qui cherche et qui veut ce dialogue finalement, ou qui offre ce dialogue après tout? L'anthropologie, la science de l'homme, si vous voulez, ou la manière dont nous concevons l'homme peut s'appréhender de diverses manières. Je crois que les chrétiens ont quelque chose à apporter. Les chrétiens ont 2000 ans 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'expérience dans l'exploration de la nature humaine. Et cette exploration continue apporte des richesses considérables, non seulement en Occident, mais également dans toutes les autres cultures. Et ce témoignage d'une expérience de l'existence humaine, je crois que c'est cela qui apporte une richesse profonde à la culture. Et je suis persuadé que le pape Benoît XVI va projeter tous ces 2000 ans d'expérience et 2000 ans de patrimoine dans notre monde contemporain qui vit aujourd'hui et maintenant, qui vit une situation donnée et qui a besoin de retrouver des sources, qui a besoin de retrouver des racines. Quel est l'enjeu pour vous, Vincent Ockant ?
Pour moi, l'enjeu, c'est la dimension chrétienne de l'homme. C'est un homme qui n'a pas renié sa foi, un homme qui accepte la dimension religieuse et spirituelle profonde, quelles que soient ses options personnelles, quelle que soit sa position. C'est ça, pour moi, le cœur vraiment de la culture. Certains croient qu'ils peuvent vivre amnésiques, enfin sans parler ou sans être, sans porter le poids du passé, aussi beau et aussi grandiose soit-il. Oui, d'abord, on n'est jamais complètement amnésique. Il y a toujours des traces de notre passé qui sont là, que nous en soyons conscients ou non. Hein. L'exemple du collège des Bernardins est bien là pour nous le montrer. Hein. C'était un lieu qui est resté caché pendant 7 siècles et puis qui d'un seul coup se trouve comme ressuscité, comme dans un état de renaissance. Donc ça, on n'oublie jamais son passé, il est toujours là, présent. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait certain. Et puis, les pierres, des rangements en général que la parole. Oui, il y a les pierres, mais il y a aussi la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Il y a le fait que la démocratie aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas des racines chrétiennes à l'origine. Le fait que l'Europe ait, qu'elle le veuille ou non, des racines chrétiennes, qui est un sujet récurrent. Tous ces propos peuvent être... pourrait ouvrir à la polémique ou à la discussion animée, au débat. Mais j'espère bien. Ce sont des prises de position, c'est certain. C'est aussi une réalité qu'on ne peut nier. Et je crois que la particularité du Collège des Bernardins, ça va être, comme espace de recherche et débat, d'ouvrir à ce type de problématiques. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, il faut échanger sur ces sujets. Il y a des points qui sont des points de vérité dogmatique, qui concernent la théologie, qui concernent la foi, qui sont propres à chaque religion et de manière tout à fait particulière à l'Église catholique. Et puis il y a des points sur lesquels il faut trouver la vérité. Et que ce soit pour une discussion interne entre théologiens ou pour tous les points sur lesquels il faut trouver la vérité dans notre monde contemporain, c'est vérité. qu'il y a une recherche. Il y a une recherche. Il y a une recherche d'ordre pratique, même simplement on va avoir les lois de bioéthique qui vont être revisitées l'année prochaine. Elles vont être revisitées de quelle manière? Quels vont être les principes qui vont être mis en œuvre? Il y a forcément des principes. Le pire, c'est d'ignorer ce qui nous meut. De le laisser caché ou de le laisser implicite dans toutes les grandes décisions. Ce qui est important, c'est d'identifier clairement, de révéler ce qui nous meut et d'en discuter. Je crois que c'est ça qui est important, c'est d'en discuter, de l'identifier. Échanger les savoirs, c'est effectivement ce que j'espère du Collège des Bernardins. Je crois que c'est aussi ce que va nous annoncer Benoît XVI. C'est ce qu'il a dit en tout cas dans tout son dialogue avec l'islam. Échangeons-nous, échangeons nos savoirs, disons nos différences, sachons qui nous sommes, ainsi nous pourrons mieux parler. Oui. Et ça, c'est d'ailleurs un discours qui s'adresse autant à l'ensemble du monde, de ceux qui écoutent le pape, qu'aux catholiques eux-mêmes. Je le disais tout à l'heure, il peut y avoir aussi cette tentation de se renfermer au vu, je ne sais pas, d'un certain délitement, en tout cas numérique, de l'Église en France. Oui, le délitement numérique, vous faites bien de souligner en France, parce que dans d'autres pays, au contraire, l'Église catholique est en pleine explosion. Mais c'est vrai que de toute façon, toute communauté, quelle qu'elle soit, est travaillée par 2 tendances contradictoires. La première, c'est de se refermer sur soi-même, de se replier sur ce que nous avons en commun. Et la deuxième, c'est de se manifester au monde et de rencontrer le monde et de s'enrichir de tout ce qui fait Il y a du bon dans les deux démarches, d'ailleurs. Les deux sont complémentaires. Et en même temps, il pourrait y avoir une dérive dans l'une et l'autre, c'est-à-dire communautarisme ou prosélytisme. Bien sûr. Prosélytisme ou perte d'identité. Les deux d'ailleurs, le repli sur soi qui conduit au fondamentalisme et l'évidement et l'effacement dans une projection trop grande dans le monde sont deux tendances, deux risques qui ont été dénoncés par le cardinal Ratzinger. Et quelle est précisément justement cette ligne pour éviter de tomber dans les excès et en même temps de respecter ces deux besoins qui sont à la fois de cultiver son identité, son intériorité et de s'ouvrir au monde? Et c'est bien le défi qui se présente, bien sûr en France, mais partout dans le monde. Eh bien, la solution préconisée par Benoît XVI et qui est la nôtre au Collège des Bernardins, c'est de travailler sur le dialogue et de considérer que nous avons la possibilité de construire une parole commune. Nous avons la possibilité d'avoir un lieu d'échange et d'avoir une parole qui va devenir un véritable logos commun. Et ceci implique la reconnaissance, bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement On est sur une raison critique.
où chacun peut dire ce qu'il est, dire ce qu'il croit, dire ce qu'il veut faire. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord, mais on doit trouver un accord dans un échange, effectivement, entre nos différences. Cette raison critique doit permettre la construction d'un bien commun. Je crois que c'est très important. Nos sociétés ne peuvent survivre que si elles ont un bien commun. Ce bien commun, ça peut être simplement vivre ensemble sans se taper dessus, vivre ensemble. C'est ce que vivent au quotidien toutes les personnes, où qu'elles soient. Parce que la mondialisation, on n'a pas encore dit le nom, mais la mondialisation, elle n'est pas dans d'autres pays, elle n'est pas à l'autre bout du monde, elle est ici. Dans notre quotidien, elle est dans nos télévisions. Nous sommes ici sur un plateau de télévision. KTO n'est pas vu seulement à Paris, en France, mais vu dans le monde entier. Et de même, d'autres chaînes qui viennent de l'étranger, parfois de très très loin, sont vues aussi en France. Et l'Église pourquoi l'Église a-t-elle besoin de ce dialogue avec le monde? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cet accent sur lequel le pape Benoît XVI insiste. L'intuition du cardinal Lustiger avec ce collège des Bernardins le prouve également. Ça n'était pas forcément le cas par le passé, enfin, quand on regarde les quelques décennies en arrière. Alors, je vous dirais que l'Église vit ce dialogue depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que l'Église rencontre des cultures. Avec des accents plus ou moins prononcés. Bien sûr, mais 2000 ans qu'elle cherche à comprendre finement la diversité culturelle, ce qui nous vaut aujourd'hui une grande diversité de rites au sein de l'Église catholique. Et puis, si on va plus loin, il y a eu des mouvements de séparation dans l'histoire, mais qui aujourd'hui sont en grande partie comblés par les échanges, les rencontres qu'il y a. Récemment, donc, Benoît XVI rencontrait le patriarche Bartholoméos. Il y a des échanges nombreux qui ont lieu avec la communauté orthodoxe, beaucoup d'échanges avec les communautés réformées. Donc l'Église a 2000 ans d'expérience, de dialogue avec toutes les autres cultures dans le monde entier. Et puis, depuis Vatican II, une véritable dynamique s'est enclenchée pour donner à ce dialogue une dimension plus grande encore. Ça a été l'encyclique Nostrae Aetate, le travail de Paul VI, le travail de Jean-Paul II ensuite, qui a été un pèlerin infatigable, rencontrant les multiples communautés, à la fois sur le plan de la diversité culturelle, mais aussi sur le plan de la diversité religieuse. Et aujourd'hui, que ce soit l'action de Benoît XVI ou notre humble travail au Collège des Bernardins, eh bien, nous sommes les héritiers de cette longue histoire qui a connu une véritable révolution, une étape fondamentale avec Vatican II, avec l'encyclique Nostrae Aetate. Concrètement, Vincent Cante, qu'est-ce qui va se dérouler au Collège des Bernardins? Le pape arrive vers 17h30 au Collège des Bernardins le vendredi 12 septembre, date qui sera gravée d'ailleurs dans l'histoire du collège. Il prononce son discours devant les personnalités qui sont présentes. Voilà, il prononce son discours devant les personnalités présentes. Il aura la possibilité de voir certains des manuscrits incunables venant du Collège des Bernardins qui seront présentés par la Bibliothèque nationale de France et donc par Bruno Racine. Il salue quelques personnalités et puis ensuite il part pour les Vêpres. Oui. Et ces personnalités, d'ailleurs, est-ce que, on l'a dit tout à l'heure, un nombre restreint d'invités du fait de la configuration des lieux, est-ce que vous percevez dans ce monde de la culture qu'il y a une forme d'attrait, d'intérêt? Est-ce qu'on se bouscule? Est-ce qu'on voudrait être de cette rencontre avec le pape Benoît XVI? Beaucoup de personnes, oui, effectivement, souhaiteraient être présents, regrettent de ne pouvoir l'être. D'autres ne peuvent venir parce qu'ils ont déjà d'autres engagements, ou parce qu'ils sont pris et déjà ce soir-là, ils ne peuvent plus se décommander, mais en fait, il y a beaucoup moins de place qu'il n'y a de demandes, malheureusement. Les murs ne peuvent pas être poussés, ils sont là depuis plusieurs siècles, et le Collège des Bernardins n'est pas le grand stade de France. Discours qu'il faudra décortiquer, selon vous, qu'il faudra analyser, oui. Très probablement. L'expérience montre que tous les discours sont extrêmement profonds, nécessitent une analyse, et doivent être relus plusieurs fois pour en retirer la substantifique moelle. Le pape visitera-t-il ce Collège des Bernardins qui s'étend sur quelques 5000 mètres carrés dans l'ensemble de ces aménagements? Oui, non, il n'aura pas le temps de visiter le Collège des Bernardins. Il nous fait déjà la faveur de cette visite éclair et de ce beau discours qui sera un discours effectivement fondateur pour l'action du Collège des Bernardins, également très certainement un discours historique pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans le monde de la culture. Oui, dans cette salle peut-être ce
Ça aura lieu dans la grande nef. Dans la grande nef dans la grande nef des Bernardins. Du collège des Bernardins, qui est remarquable. Je voudrais insister peut-être sur ce dernier point. Vous-même, Vincent Cante, qu'est-ce que vous attendez de cette visite, ce passage du pape Benoît XVI au collège des Bernardins? Pour moi, c'est un acte fondateur qui va véritablement lancer notre action sur le plan culturel. Nous aurons eu juste auparavant donc l'inauguration, et avec cette présence, nous sommes d'une certaine manière investis d'une véritable mission. Et j'espère que nous pourrons effectivement être à la hauteur de cette mission. Merci beaucoup Vincent Cante d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur culturel du Collège des Bernardins. Vous parliez tout à l'heure de ce rapport de Benoît XVI à l'islam, de ce discours de Ratisbonne. Eh bien, on retrouve également tout cela, votre propos, dans l'un de vos derniers livres, Benoît XVI et l'islam, publié chez Parole et Silence. Un grand merci d'avoir été avec nous. Rappelons que cette visite, si elle n'est accessible que sur invitation, eh bien sûr, vous pourrez la suivre sur KTO et grâce à Internet, www.ktotv.com. La visite du pape en France, la première de Benoît XVI, bien sûr, est à suivre en direct et dans son intégralité.